Merci d'être venus nombreux à cette petite intervention sur la sécurité. Alors je me présente en deux mots, je m'appelle Laurent Jarnoux et je suis fondateur et dirigeant de Mindly, qui est une société de formation et qui accompagne les entreprises dans le domaine de la sécurité au travail. Avec une méthode, une approche que probablement vous ne connaissez pas. D'où d'ailleurs le monde ici aujourd'hui. Alors, rien ne me prédestinait à venir vous parler de sécurité au travail aujourd'hui face à vous, parce que je ne me considère pas du tout comme un expert de la sécurité. Alors, je connais un peu la sécurité au travail parce que je l'ai pratiquée en tant que manager. J'ai été une paire d'années manager en entreprise, dans des secteurs à risque, puisque j'ai travaillé dans l'énergie et le BTP. Et donc, en tant que manager, j'ai été confronté, bien sûr, à la sécurité de mes équipes. Et d'ailleurs, je voudrais vous livrer une première expérience sur le sujet, parce que je travaillais dans des grands groupes où la politique prévention était très aboutie, très élaborée. Et quand j'allais sur le terrain voir mes équipes, je m'apercevais en fait que ça flottait un peu, quoi. Que les règles de sécurité n'étaient pas toujours bien appliquées, que les EPI n'étaient pas toujours bien portés. J'étais pas très serein en fait. Et je dirais que ce manque de sérénité, en fait, je me suis aperçu que j'étais pas le seul manager à ressentir ça. Mais je vais pas vous parler de sécurité au travail avec cette casquette-là. En fait, je vais vous parler de sécurité au travail avec la casquette de quelqu'un qui vit les risques au quotidien. Donc je suis passé de l'autre côté de la barrière, parce que depuis j'ai changé de vie et je pilote des avions. Et évidemment, vous comprendrez que l'aviation, c'est une activité à haut risque, où on est très vite, dès qu'on met un pied dans le cockpit, on est très vite exposé à des enjeux de vie et de mort, évidemment. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais vous livrer une petite histoire qui m'est arrivée personnellement. Avant d'être breveté, un jour, je devais réaliser un vol solo, un vol local, supervisé par un instructeur de vol qui, lui, était dans la tour de contrôle. Donc moi, j'étais tout seul dans mon cockpit. Et donc ce jour-là, je décolle. Et puis quelques minutes plus tard, je sens une difficulté à manœuvrer mon avion. En fait, j'avais un problème de gouverne de profondeur. Donc ça veut dire que je devais appuyer fortement sur le manche de mon appareil pour piquer ou cabrer l'avion. Donc j'étais exposé évidemment à une panne extrêmement grave, à une forte pression. Et donc j'ai analysé l'événement. Et après avoir compris la situation, donc j'ai fait appel à ma perception, j'utilise ce mot volontairement, j'ai fait appel à ma perception, et j'ai décidé de revenir sur le terrain. Voilà. J'aurais pu continuer, poursuivre ma route, en espérant que ça aille mieux. J'aurais pu atterrir dans un champ. Et en fait, je me suis dit non, il faut que je revienne sur le terrain. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appliqué les procédures. J'ai appelé la tour de contrôle, j'ai expliqué ce qui se passait. Je suis rentré sur le terrain, j'ai atterri un peu difficilement quand même, il faut bien le dire, mais j'ai atterri sans problème, sans casse sur la machine et moi sain et sauf. Donc mon instructeur est venu me voir en disant « Bravo, tu t'es super bien débrouillé, super, très bien ». Je suis rentré chez moi et là j'ai pris conscience. J'ai pris conscience d'une chose que je n'avais pas captée avant, mais c'est en étant exposé à ce risque accident que j'ai compris que c'est le comportement qui m'a fait revenir au bercail. C'est parce que j'avais un comportement adapté à la situation que j'ai pu rentrer chez moi. Voilà. Donc vous avez compris, en fait, ce que je suis venu vous parler aujourd'hui, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est le comportement. Parce que le comportement, c'est la clé de la sécurité en aviation. Et pas que, d'ailleurs. C'est la clé de la sécurité tout court. Quelle que soit l'activité qu'on pratique. Qu'on soit à 10 000 pieds face à une machine ou dans une tranchée, c'est le comportement qui fait la différence. Alors, le comportement, les entreprises, elles en ont plus ou moins conscience. En fait, il y a trois catégories. Il y a les entreprises qui sont totalement dans le déni, voilà, qui considèrent qu'il n'y a pas de sujet sur le comportement. Il y a les entreprises qui voient qu'il y a un problème de comportement, mais elles se rangent dans les fatalistes.
il n'y a rien à faire. C'est trop compliqué. Quelquefois, on nous le dit, oh là là, le comportement, c'est la psychologie, nous, on n'est pas là-dedans. Non, non, non. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Après tout, on se fait mal au travail, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, il y a des entreprises qui commencent à prendre le problème. Et c'est vrai, notamment en industrie. Il y a de plus en plus d'entreprises qui comprennent que le comportement, c'est fondamental. D'ailleurs, c'est relayé par beaucoup d'experts dans le monde entier, hein. Alors je sais que les institutions françaises, elles sont un peu timides là-dessus, malheureusement. Mais beaucoup de recherches ont été faites sur le comportement dans le monde entier et on dit que la grande majorité des accidents du travail, c'est lié à un comportement inadapté à la situation. Et je ne dirais pas, vous remarquerez que je n'utilise pas le mot mauvais comportement. Je ne porte pas de jugement. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un mauvais comportement. Il s'agit simplement de dire que le comportement, à un moment donné, n'est pas adapté. Et comme il n'est pas adapté, c'est l'accident. Alors, c'est analysé. On sait très bien qu'un accident de travail, il y a des multiples causes. Ça peut être une défaillance machine, comme moi je l'ai vécu. Ça peut être des problèmes organisationnels. Mais derrière l'accident, il y a toujours l'humain. Et derrière l'humain, il y a toujours le comportement. Voilà. Vaste sujet. Alors, ces entreprises qui en prennent conscience aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font ? En fait, je dirais qu'elles sont un peu démunies face au sujet. Et ça revient un peu à ce que je disais au début. C'est-à-dire que moi, quand j'allais voir mes équipes, je voyais bien que j'avais beau rabâcher, faire des campagnes de sensibilisation, développer mon discours de manager, je voyais toujours que c'était pas top. Alors, il y a des essais, hein, il y a des escape games, il y a des ateliers, des jeux de rôle, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. On s'aperçoit que le comportement ne change pas dans la durée. Et pourquoi il ne change pas, le comportement ? Il ne change pas parce que derrière le comportement, il y a le cerveau humain. Et le cerveau humain, et ça les neuroscientifiques l'expliquent très bien, le cerveau humain, en fait, il nous piège, il nous tend des pièges. Il nous amène à l'erreur, voire la faute. Parce que la faute, en fait, c'est un problème de perception de la réalité. Donc, pour déjouer ces pièges que nous tend naturellement le cerveau, il est vain. Ça ne sert à rien de sensibiliser. Il faut casser la mécanique, il faut changer la mécanique. Et pour changer cette mécanique, il faut des techniques comportementales. Et ces techniques comportementales, ça fait 30 ans en aviation qu'on les apprend. Alors pour illustrer mon propos, je vais prendre 2 exemples qui vont vous parler. Premier exemple, la communication. La communication, c'est un sujet en sécurité. Hein. On sait qu'une erreur de communication peut entraîner une catastrophe. Ça, on le sait. D'ailleurs, nous, en aviation, une erreur de communication a marqué l'histoire de l'aviation puisqu'elle a été à l'origine de l'une des plus grosses catastrophes aériennes de tous les temps, qui a fait pratiquement 600 morts. Et l'une des principales causes, c'était quoi ? C'était que le commandant de bord pensait qu'il avait l'autorisation de décoller. Et en fait, il n'avait pas l'autorisation de décoller. Et il a percuté un avion, un autre Boeing qui était sur le tarmac, qui se sont télescopés, pratiquement 600 morts. L'aviation, les autorités aériennes ont dit plus jamais ça. On va sécuriser la communication. Si je compare la communication de l'entreprise avec la communication telle que nous, on l'approche en aviation, vous allez voir les différences. Comment elle est, la communication en entreprise ? Moi, quand j'assiste à des briefings, quand je me promène dans les salles de repos, je vois énormément d'informations. Énormément. Trop d'informations. Sauf que si on prend en compte le fonctionnement humain, on sait que pour communiquer, on utilise ce qu'on appelle la mémoire long terme. C'est juste pour vous donner un exemple. Et la mémoire long terme, qu'on ait un cerveau de polytechnicien ou pas, ça ne change rien. On ne peut pas emmagasiner plus de cette information. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc quand vous assistez à un briefing ou quand vous voyez toutes ces informations dans les salles de repos, vous comprenez que les gens, humainement, ils ne peuvent pas ingurgiter toutes ces informations. Et j'irai même plus loin, c'est que si vous ne faites pas l'effort de mémoriser ces informations, elles disparaissent dans votre mémoire court terme au bout de 18 secondes. Ça veut dire que c'est comme si vous n'aviez jamais eu l'information. Donc quand on entend certains managers dire il faut communiquer, 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 c'est humainement pas tenable.
En aviation, on a compris ça. Et depuis 30 ans, on a complètement repensé notre communication. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je dois prendre mon avion et décoller, donc aller chercher la piste de décollage, je ne vais pas le faire comme ça. La tour de contrôle, elle va me guider si je suis dans un espace avec un espace contrôlé. La tour de contrôle, elle va me dire allez au point d'arrêt 30, par exemple, et rappelez prêt. C'est un jargon, mais comme toutes les professions ont du jargon. En fait, ça veut dire aller au point d'arrêt, donc c'est le seuil avant d'aller sur la piste, aller au point d'arrêt, pas le numéro 10, mais le numéro 30, parce que c'est important pour moi de savoir sur quel point d'arrêt vous devez aller. Et vous allez me rappeler quand vous serez prêt, parce que moi j'ai du trafic à gérer. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce message qui est ultra court? On a mis en valeur les informations fondamentales pour la sécurité du pilote. Le point d'arrêt, pas n'importe quel point d'arrêt, et surtout, bien dire à la tour de contrôle qu'au moment où j'arrive au point d'arrêt, je suis prêt. Vous voyez la différence? Qu'est-ce qu'on aurait dit en entreprise? On aurait dit ouais Robert, faut que tu ailles au point numéro 30 là. Ok, puis tu me rappelles quand tu es prêt. Ok. Est-ce que la sécurité est gérée là? Est-ce que la communication est sécurisée? Non, elle n'est absolument pas sécurisée. Parce que je ne suis pas sûr que la personne à qui j'ai délivré l'information a compris. Et la personne qui a reçu l'information, elle n'est pas sûre d'avoir bien compris ce que lui disait son interlocuteur. Vous voyez la petite nuance? Pour aller plus loin, en communication entreprise, moi ça me frappe, quand on a des stagiaires, on le voit. Plus on s'approche du terrain, plus on va vers les équipes opérationnelles, et moins on parle. On a affaire à des véritables taiseux. En plus, lorsque les gens se comprennent, ils bossent même par télépathie. Ils ne se disent plus rien. C'est embêtant pour la sécurité quand même, quand on a des informations à transmettre. C'est sacrément embêtant. En aviation, on a, allez, je vous en citer deux principes. Deux principes. Le principe de répéter, ce qu'on appelle le collationnement. Ok, allez au point d'arrêt 30 et rappelez prêt. Je vais au point d'arrêt 30 et je rappelle quand je suis prêt. Je répète l'information. Pourquoi? Encore une fois, parce que je veux montrer, je veux assurer mon interlocuteur que j'ai bien compris. Et vice-versa, mon interlocuteur, il veut être sûr que l'information qu'il a transmise a bien été comprise. Deuxième principe qui est très important, c'est la répétition. Ah, il m'a dit quoi déjà? Aller au point d'arrêt, je ne sais plus lequel. Répétez s'il vous plaît. Aller au point d'arrêt numéro 30. Ah, j'ai toujours pas compris parce que la radio, elle est... Ah, c'est pas clair. Répétez s'il vous plaît. Etc., etc., etc. Quand je vous dis ça, vous allez me dire, bon, bah oui, ok, bon, c'est pas très compliqué. Bah détrompez-vous en fait. C'est tellement compliqué qu'en entreprise, on ne le voit jamais. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que le collationnement répété, ça demande un effort au niveau... Je reviens au cerveau. Le cerveau, il est paresseux par nature. D'accord? Donc, collationner, répéter, ça demande un effort mental. Et comme le cerveau est paresseux, si vous ne l'habituez pas à répéter, bah, le cerveau, il lâchera. D'accord? Donc le collationnement, c'est pas si évident que ça. Première chose. Et puis la deuxième chose, imaginez, je vais prendre un cas extrême. Vous avez un jeune recrue qui arrive sur la chaîne de production. Son chef d'équipe lui donne une info. Le jeune recrue, il n'a pas bien compris. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire, à votre avis? Il va peut-être demander une fois, dire « j'ai pas bien compris ». Donc le chef d'équipe, il va redonner l'info. Puis, bah, j'ai toujours pas compris ce qu'il m'a dit. Vous croyez qu'il va demander une deuxième, voire une troisième fois? Qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire ouais, il va me prendre pour un imbécile, quoi. Il va penser que je ne suis pas compétent. Il ne va pas oser. Moi, ça m'est arrivé en tant que manager de me dire mais est-ce qu'il a bien compris ce que je lui ai dit en fait? Puis de tourner les talons et partir. Vous ne verrez jamais ça en aviation. Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi en fait on n'ose pas? Parce qu'en fait c'est un frein culturel. Et il faut casser ce frein culturel. Et c'est ça qu'on va aller chercher nous dans un simulateur de vol. On va casser ces freins parce que c'est ces freins qui empêchent les gens de répéter. Donc en entreprise, quand vous dites « Ah mais si tu as un doute, n'hésite pas à répéter », mais ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre au cerveau à répéter. D'où la technique de la communication sécurisée. Autre exemple, et j'en finirai là, la concentration. Vaste sujet, la concentration. C'est un facteur humain qui est à l'origine de beaucoup d'erreurs. Cette concentration, en entreprise, on dit il faut se concentrer. Mais les neuroscientifiques vous expliqueront que la concentration ne se décrète pas. Elle ne se décrète pas, ça ne sert à rien. Si vous êtes parent, vous avez peut-être fait l'expérience avec vos enfants. Quand vous dites à un enfant « concentre-toi », c'est la meilleure façon de l'amener à se déconcentrer. Ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer les conditions pour que la personne se concentre, pour que le pilote se concentre. Et donc, on a une technique pour ça. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous en citer une pour illustrer mon propos. C'est le cockpit stérile. Alors, le cockpit stérile, ce n'est pas nettoyer le cockpit, hein, c'est pas ça. Le cockpit stérile, en fait, c'est dire en dessous de 10 000 pieds, pour toutes les opérations qui demandent de la concentration, on va interrompre toutes les communications, toutes les interruptions qui n'ont rien à voir avec l'action en cours, à savoir l'atterrissage, le décollage, le roulage, qui sont des opérations, des manœuvres extrêmement touchy, où il faut être hyper concentré. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus jamais eu d'avion au tapis, parce qu'avant, il y avait des avions qui se crachaient avec des centaines de morts, hein, parce que c'est toujours assez spectaculaire, parce que les pilotes parlaient d'autre chose que de la procédure, par exemple, de décollage ou d'atterrissage. Cette règle, elle est magique, pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle prend en compte le fonctionnement du cerveau, et elle permet finalement d'organiser des plages entre la concentration et le relâchement. Parce qu'en neurosciences, on comprend qu'on ne peut pas toujours se concentrer. On le sait, parce que ça demande de l'énergie. Vous, déjà, vous commencez à vous déconcentrer. J'ai attiré votre attention, mais vous commencez à... C'est normal, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Mais encore faut-il en avoir conscience. Moi, quelquefois, je me promène dans le monde industriel, je vais sur un atelier, une chaîne de production, puis le manager me dit tout va bien ici, regardez, c'est formidable, les gens, on est décontractés, tout le monde se parle, c'est formidable. Mais moi, j'ai une alerte. Parce que quand on me dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en relâchement, et qui dit relâchement dit risque d'erreur, et donc risque d'accident. Donc, bien sûr qu'il faut des périodes de relâchement, mais pas tout le temps. Il y a des moments où il faut être concentré. Quand on fait une consignation machine, quand on fait un relais d'équipe, il ne faut pas être en relâchement. Et ça, en aviation, on apprend ça, et c'est notamment la règle du cockpit stérile qui marche très bien en entreprise. Alors, il faut l'organiser, mais ça permet, en quelque sorte, de sanctuariser la concentration. Pour finir mon propos, je dois arriver, je crois, au terme des 25 minutes. Pour finir mon propos, ce que je voulais dire, c'est que, et là, je voudrais être un peu un lanceur d'alerte. En France, on a 2 morts par jour au travail. Vous savez, dans l'aviation commerciale, pour vous exposer à un crash mortel en avion commercial, il faudrait que vous voyagiez en avion tous les jours, pendant 3500 ans. Retenez bien ça. Pourquoi? Grâce à ces techniques comportementales. Et moi, j'ai envie de dire aussi, prenez de la distance avec tous ces discours managériaux qui sont très académiques, que moi-même, je ne comprends pas, à savoir la vigilance partagée, la culture juste, la vision partagée. Tout ça, c'est très joli, mais nous, on ne perd pas notre temps avec ça, en fait. Nous, pilotes, vous savez, c'est comme Molière, hein, dans Le bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Nous, les pilotes, en fait, on fait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire qu'on fait de la vigilance partagée, on pratique la culture juste, mais avec des vraies techniques, avec des techniques opérationnelles qui fonctionnent. Voilà. Et donc, je vous encourage vivement à regarder ce qu'on fait en aviation. Je vous encourage vivement à aller voir Mindly. Pourquoi? Parce qu'on est la seule entité en France qui a rapproché le monde de l'aviation avec le monde industriel. Et les résultats sont là, puisqu'on travaille maintenant avec le milieu industriel. Et je peux vous dire que quand les middle managers nous disent « on a un tout nouveau regard sur la sécurité, on a compris comment vous travaillez, et maintenant on sait comment gérer les problèmes, les écarts sur les chaînes de production entre les règles et les pratiques », ça change la donne. Et dernière anecdote, quand je croise des pilotes de ligne, parce que j'en croise souvent sur les tarmacs, et qui me demandent ce que fait Mindly, je leur dis, voilà ce qu'on fait, et ils me disent, mais c'est incroyable, en entreprise, on ne pratique pas ce qu'on fait nous.
Ils ne connaissent pas les pratiques comportementales. Voilà. Donc allez-y, foncez, allez voir ce qui se passe en aviation et vous verrez, vous progresserez, vous dépasserez ce plafond de verre qui fait qu'aujourd'hui, on a encore 2 morts par jour en France au travail. C'est inacceptable. Allez voir ce qui se passe en aviation et vous verrez qu'il y a des solutions. Elles existent. Merci à vous.